Donc rebonjour à tous, on va continuer le TD7 sur la machine de traction-torsion. Donc dans la première vidéo, on a parlé de enfin vraiment dans tous les sens du vérin linéaire. Donc comment est-ce qu'on calculait l'action mécanique exercée par le fluide sur la tige ou par le fluide sur le corps du vérin de façon rapide en utilisant ces résultats de cours. Là, on va parler d'un vérin un petit peu plus spécifique qu'on ne croise pas souvent, qui s'appelle le vérin rotatif. Alors, quelle est l'idée du vérin rotatif? C'est un vérin hydraulique, donc qui, pareil, va fonctionner avec de l'huile sous pression. Et l'idée, c'est qu'on va avoir une tige du vérin qui ne ressemble pas vraiment à une tige, le cas échéant, donc à ce niveau-là, qui va être en fait en liaison pivot d'axe, l'axe qui traverse comme ceci, par rapport à la pièce grise qui va être le corps du vérin. Ok, et du coup, cette pièce bleue va pouvoir tourner autour de... Bleu sur bleu, on ne voit pas. Va pouvoir tourner autour de cet axe de rotation en fonction donc des pressions qu'on va avoir dans différentes chambres. Alors, où sont les chambres qui vont nous intéresser? On va avoir donc une chambre à ce niveau-là, là, que je colorie en orange, qui va être avec une certaine pression. Donc, en pratique, il y a cette chambre, on va dire, est décomposée en deux parties, la partie en haut à gauche et la partie en bas à droite. Et on va avoir donc une autre chambre, que je vais colorier en violet, en haut à droite et en bas à gauche. Voilà. Et donc là, on va avoir des pressions dans les zones orange et dans les zones violettes qui vont être différentes. Et donc, en choisissant ces pressions, on va pouvoir générer un couple. Ou mettre en mouvement la pièce, ça dépend si on fait de la statique ou de la dynamique. Très bien. Donc là, on vous propose un petit paramétrage. Donc c'est une vue 2D vue dans cette direction-là de notre mécanisme, et on arrive sur cette figure. Petite remarque, l'avantage des vues 3D, c'est que ça nous permet de bien voir les géométries des surfaces. En l'occurrence, on voit que la surface sur laquelle le fluide va appuyer, à ce niveau-là, c'est un rectangle. Pareil de l'autre côté, et pareil en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte de plus dessus? Blablabla. Bla. On nous dit donc que P1 c'est égal à Pmax, ok, et que P0 c'est 1 bar. Ok, pas de souci. Les palettes ont une hauteur h, donc la hauteur h c'est ce qui va correspondre à cette dimension-là, voilà, donc ça mesure h. Et donc grand R et petit r sont les rayons des cylindres extérieurs et intérieurs de la tige. Ok. Remarque, j'ai la projection orthogonale de F dans la pièce BX2, blablabla. Ok, très bien. En gros, il y a des angles droits. Donc, question 3, on pose petit r étoile la distance BD et grand R étoile la distance BG. Calculez petit r étoile et grand R étoile en fonction de grand R petit r et E. Alors là, c'est simplement je ne vais même pas dire de la trigo, c'est de la construction géométrique niveau collège. Donc, ce qu'on veut, c'est la distance BD. Donc, on dit que cette distance-là, c'est petit r étoile. Et que... Alors, que vaut BD? Alors, on voit qu'on a un triangle rectangle. Donc, est-ce que par hasard, on ne connaîtrait pas les dimensions des autres côtés? Bah oui, ce côté-là, on le connaît. On sait que ça vaut E sur 2. Et entre E et B, j'ai le rayon, le petit rayon, petit r, de mon cylindre. Voilà. Donc, petite remarque, R étoile, c'est pas très loin d'être grand R, mais pas tout à fait, parce que si je continuais proprement le cercle, je force un peu le trait exprès, voilà, donc là, vous voyez que j'ai un petit espace à ce niveau-là, c'est la différence entre R et R étoile. Bon, tant que R est pas très grand, ou plutôt dit différemment, tant que E est relativement petit, il n'y aura pas trop de soucis. Bon, mais sinon, c'est simplement du Pythagore. Donc, question 3, Pythagore. On va avoir donc R au carré, donc c'est l'hypoténuse qui est égale à E sur 2 au carré plus R étoile au carré. Ok, et donc la question qu'on nous posait, c'était de déterminer R étoile. Donc on en déduit que petit r étoile, c'est égal à racine carrée de R carré moins E sur 2 au carré. Voilà. Et là, on voit bien le fait que si E est pas très grand, bon, R étoile, c'est pas très différent de R. Et avec exactement le même raisonnement,
mais en raisonnant cette fois-ci sur la distance entre le point B, j'efface bien, entre le point B et le point G cette fois. Bon, voilà. Donc j'ai ce côté, là j'ai un triangle qui est rectangle, encore une fois, et la distance entre F et le point B, c'est grand R. Et là c'est grand R étoile, et entre G et F, c'est toujours E sur 2. Donc de même, on va avoir grand R carré qui va être égal à E sur 2 au carré plus grand R étoile au carré, et d'où on en déduit que grand R étoile est égal à grand R au carré moins E sur 2 au carré. Ok, bon. Ça, c'était pas très compliqué. Cette question, c'était vraiment de la géométrie pure et dure. Alors, question 4. Représenter les forces élémentaires de pression sur le schéma ci-contre. Compte tenu de la géométrie et des symétries, montrez que l'action du fluide est modélisable par un torseur couple en précisant les surfaces à prendre en compte pour le calcul de celui-ci. Ah, ça c'est une question intéressante. Donc déjà, donc il va falloir représenter les petites forces élémentaires. Donc la première question à se poser, c'est on s'intéresse à quelles actions mécaniques? Ok, c'est pas précisé. Bon. Non, la question n'est pas hyper... Ah si. Non, c'est pas très bien... Ok, bon, la question n'est pas hyper bien posée. Savoir en gros si on s'intéressait à l'action mécanique du fluide sur 2 ou du fluide sur 1. Bon. Alors pour l'instant, j'en sais rien. Alors juste pour le principe, je vais commencer par représenter toutes les petites forces dans l'idée. Donc à chaque fois, je vous rappelle que mes forces, elles doivent être normales à ma surface et elles font toutes la même longueur. Donc là, je m'intéresse aux actions mécaniques du fluide sur toutes les parois, dans un premier temps. Ok, bon. Le dessin est un petit peu longué, hein, mais vous avez compris l'idée. Alors, première étape, là, déjà, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on va plutôt s'intéresser à l'action du fluide sur 2 ou à l'action du fluide sur 1? Bon, moi, je suis plutôt tenté de travailler avec l'action du fluide sur 2. Pour la simple et bonne raison que on connaît assez bien la géométrie du solide 2, hein, avec les petits R, grand R, R étoile, grand R étoile, etc. Par contre, je connais pas très bien la géométrie du solide 1 en particulier. Là, cette surface-là, je sais pas trop quelle est son équation. Est-ce que c'est un cercle? Est-ce que c'est une parabole? Ou que sais-je? Bon, que vaut cette distance-là? Enfin, j'en sais rien. Donc, a priori, je vais plutôt m'intéresser au torseur d'action mécanique du fluide sur la pièce 2. Donc, partant de là, ça veut dire que toutes les actions mécaniques du fluide sur la pièce 1, elles vont pas m'intéresser, donc je peux les effacer. Alors là, maintenant, il va falloir que je représente donc mes actions mécaniques dans les différentes chambres. Donc tout ça, je le représente en rouge parce que c'est la même pression pH. Ok, normalement, toutes mes flèches font la même longueur à peu près. Et après, je vais avoir donc d'autres flèches qui correspondent aux petites forces associées à la pression P0. Ok, donc là, vous pouvez noter hein, qu'il se passe quand même pas mal de choses. On a plein de surfaces différentes dans notre mécanisme, et donc on peut se dire qu'on va avoir pas mal de boulot. Alors, voilà. Bon, là, on a fait une première étape où on représente tout de façon un peu bourrine. Alors maintenant, on va essayer de justifier avec des symétries que déjà, il y a un paquet de ces forces qui ne vont pas m'intéresser. Alors pour ce faire, je vais en prendre deux en particulier. Alors moi, il y a un truc qui m'interloque un peu, hein, c'est que là, j'ai un cylindre, ok, et je vois que j'ai des forces qui sont radiales. Alors ça, c'est super intéressant. Pourquoi c'est super intéressant? Parce que si je prends deux forces en particulier, alors je les représente en noir hein, pour pas qu'on se mélange les pinceaux. Alors cette force-là, que je vais appeler DF1, ok, et donc elle a le bon goût de passer sa droite support par le point B, parce que justement c'est des forces qui... la normale au bord extérieur d'un cylindre, hein, c'est bien des vecteurs qui sont portés par ER. Et là, du coup, je vais avoir une force en face, ici, df1'. Ben, le truc, c'est que j'ai norme de df1 qui est égale à norme de df1', puisque j'ai la même pression, hein,
P1 dans mes chambres, là, avec mes petites flèches rouges. Ok. Et j'ai les sens opposés, donc globalement, je peux même écrire que df1, c'est égal à moins df1'. On va aller encore plus vite. Ok. Et il se trouve que vu que B, c'est la droite support, on peut aussi dire que le moment en B de df1, il va être égal au moment en B de df1', il va être égal au vecteur nul. Hop là, je devrais faire tout le long. Voilà, ça, c'est dû au fait que le point B, il appartient à ma droite support. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un point de vue raisonnement, toutes mes forces qui s'exercent donc sur la partie extérieure de mon cylindre, hein, elles vont... Donc les résultantes vont se compenser 2 à 2, et à chaque fois, je vais avoir des moments qui vont être nuls si je raisonne au niveau du point B. Donc je suis assez tenté, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je suis assez tenté d'écrire mon torseur global. Je pense que je vais l'écrire au niveau du point B. C'est un bon candidat. Bon, tout ça pour dire que, déjà, toute cette partie-là, du coup, je peux l'effacer. On vient quand même sensiblement de simplifier le problème. Hop, je fais un peu le ménage. Et donc le raisonnement qu'on a fait, là sur les petites forces rouges, on peut faire exactement le même sur les petites forces violettes, avec la pression P0. Et du coup, je vais aussi pouvoir supprimer tout ce qui se passe au niveau du cylindre. Ah, donc là, c'est déjà quand même pas mal en termes de simplification. Hein. Par symétrie, on a déjà pas mal résolu les choses. Alors encore une fois, hein, ce qu'il faudrait faire pour rédiger, c'est typiquement remettre ces deux petites forces et écrire ce que j'ai écrit là. Voilà, puis une petite phrase de conclusion pour dire voilà, que ce qui s'exerce sur la partie cylindrique se compense. Voilà, point. Donc maintenant, on a il nous reste donc les composantes qui se passent au niveau des ailettes. Alors on va faire le même genre de raisonnement. Là, moi, je suis assez tenté. Je vois une espèce encore de symétrie centrale par rapport au point B. C'est-à-dire que pour une petite force à ce niveau-là, que je vais appeler df3, comme ça, à chaque fois, j'aurai des noms différents, je peux voir ce qui se passe pour un point symétrique par rapport au point B, c'est-à-dire ce point-là. Donc là, j'aurai du df4. Non, attendez, df2 et df2'. Je vais garder mes notations. Alors, on peut y réfléchir ensemble. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir pour df2 et df2'? Si déjà je fais la somme de ces deux forces, je vais avoir le fait que df2 plus df2', c'est égal au vecteur nul, puisqu'encore une fois, j'ai la même résultante. Hein. Ma géométrie étant identique au niveau de cette surface et de cette surface, a priori, j'aurai le même ds. J'ai la même pression P1, donc j'aurai la même force en orbe. Mais après, d'un point de vue sens, hein, je m'intéresse à l'action du fluide sur ma pièce 2. Donc, du fluide sur la pièce 2, je vais bien vers le bas, on va dire. En fait, je suis suivant ER plutôt. Eθ, excusez-moi. Et ici, je suis aussi suivant Eθ, mais attention, entre les deux, hein, j'ai changé mon angle de pi. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau-là, j'ai en gros une flèche qui va vers le bas, et à ce niveau-là, j'ai en gros une flèche qui va vers le haut. Donc, tout ça pour dire qu'en termes de résultante, ces deux forces vont se compenser. Mais par contre, je vais avoir le moment en B, c'est ça, de l'action mécanique de df2. Ouais, je vais le noter comme ça. Le moment en B de l'action mécanique de df2 plus le moment en B de l'action mécanique de df2', qui va être égal... Alors, qui va être égal à quoi ? On peut réfléchir ensemble à ça 2 secondes. Donc déjà, est-ce que df2 va me générer un moment au niveau du point B ? Alors, si je m'amuse à tracer la droite support de df2, donc c'est cette droite-là, ok, on voit que elle ne passe pas du tout par le point B. Donc on va bien avoir un moment au niveau du point B qui va être égal à quoi ? Qui va être égal à ma petite force fois le bras de levier. Ok ? Et ça va me générer un moment qui va me donner envie de tourner dans ce sens-là. Ok. Maintenant, si je fais le même raisonnement pour df2', qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir là encore une droite support. Je vais un peu planter. Je vais avoir là encore une droite support. B n'appartient pas à cette droite support. Et petite remarque, hein, vu que j'ai raisonné avec des forces qui s'exerçaient en des points qui sont symétriques par rapport à B, la distance à ce niveau-là,
c'est la même que la distance à ce niveau-là. Ça, c'est égal à ça. Ok, et je vous laisse vous convaincre hein, que df de prime, donc force fois bras de levier, ça va être une action mécanique qui va aussi me donner envie de tourner dans le même sens. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que le moment de df2 plus le moment de df de prime, en fait, on va pouvoir le voir comme 2 fois le moment en B de df2. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi c'est super intéressant? Parce que là, ce qu'on est en train de mettre en évidence... Alors encore une fois, le raisonnement que j'ai fait pour les forces violettes, pour les forces rouges, pardon, je peux faire le même pour les forces violettes. La seule différence, hein, c'est que mes forces violettes, elles me donneront envie de tourner plutôt dans l'autre sens. Alors, vous pouvez noter hein, que je fais des flèches qui font pas tout à fait la même taille. Ça va... Le moment va dépendre en fait des pressions P0 et P1. La valeur du moment. Mais tout ça pour dire que... Alors ce qui est intéressant, c'est d'une part, on vient de voir effectivement que quand on va sommer 2 à 2 nos petites forces, on va avoir des résultantes qui vont être nulles et par contre des moments qui s'ajoutent. Autre petite remarque, vu que j'ai du coup vu que je vais avoir des bras de levier là qui vont être portés par x2 ou par ER si on raisonne avec un paramétrage polaire et des résultantes qui vont être portées par y2 ou Eθ si on raisonne avec un paramétrage polaire, ça veut dire aussi que je sais que mon moment, au passage, hein, il va être porté par le vecteur hors plan, c'est-à-dire Z. Ainsi Z, c'est le vecteur qui sort de la feuille. Ok? Donc tout ça pour dire que, là, ce qu'on vient de justifier, c'est le fait que le torseur d'action mécanique du fluide sur 2, 2 à 2, toutes nos résultantes vont se compenser, donc on va avoir une résultante nulle, et tous les moments vont s'additionner, donc à la fin on aura le moment en B de l'action mécanique du fluide sur 2. Au point B. Donc c'est bien un torseur couple. Blablabla, blablabla. Et ce truc-là, c'est CV porté par Z si on prend les notations du sujet. Voilà, donc le couple hydraulique des actions de pression sur la tige 2 du vérin est noté CV, moment autour de l'axe BZ0. Voilà, donc j'avais pas regardé la suite du sujet, hein, c'est pas bien, mais là on voit que clairement on nous encourage à travailler autour du point B, ce qui est logique, hein, puisque c'est ce qui nous a permis de justifier que tous les moments de toutes les petites forces qui étaient radiales, là, étaient nuls au point B. Très bien. Et donc maintenant, question 5, calculer CV. Ok. Alors, on va refaire un tout petit peu de ménage sur ma figure. Ok. Donc là, j'ai juste mes petites forces de pression élémentaires. Alors, vous me connaissez, hein, je suis un petit peu feignant. Donc, je vais essayer de limiter le boulot. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a qu'un terme à calculer, c'est le moment. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la méthode? Première étape, hein, pour trouver ce moment en B de l'action mécanique du fluide sur 2, c'est de trouver déjà une expression du torseur élémentaire du fluide sur 2 au point M. Alors, du coup, je vais définir un point M hein, sur ma figure. Je vais supposer que j'ai un point M à ce niveau-là. Et donc, je vais définir le vecteur BM, cette distance-là, comme étant... allez, petit x. Je l'appelle petit x, je l'appelle pas petit r parce que j'ai déjà un r qui traîne. Donc, je ne veux pas me mélanger les pinceaux. Je l'appelle petit x. Ok. Alors, je sais que j'ai une résultante, a priori, hein, puisque je peux définir un petit élément de surface. Alors, je vous renvoie, c'est exactement le même raisonnement que ce qu'on avait fait dans le cours de la semaine dernière sur le piston. Je peux définir un petit élément de surface ds en haut ou en bas. De toute façon, la droite support va passer par le point M, donc je vais pouvoir raisonner au point M, et je vais avoir, allez, pour être tout à fait précis, je vais avoir quelque chose de la forme P1 moins P0 ds porté par Y2. Ça correspond à ce qu'on a fait en fait dans le TD quand on a démontré le résultat sur le vérin. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. Mais petite remarque, hein, cette expression, en fait, je m'en fiche. Pourquoi est-ce que je m'en fiche? Parce que je sais que de toute façon, quand je vais intégrer, au final, j'aurai un 0. J'aurai un vecteur nul, pardon. Donc ici, j'aurais même pu ne pas m'embêter. Et plutôt que d'écrire ça, hein, si j'avais pas envie de trop réfléchir et de marquer de bêtises, j'aurais pu marquer que c'était simplement la petite résultante
du fluide sur 2. Voilà. De toute façon, je ne vais pas chercher à l'intégrer, donc j'étais même pas obligé de vraiment exprimer cette petite résultante. Alors le truc, c'est qu'en pratique, je vais quand même avoir besoin de cette petite résultante, de son expression, pour calculer le moment au point B, le moment élémentaire. Mais en tout cas, à ce niveau-là, c'était pas encore une obligation. Et donc, ça, c'est au niveau du point M. J'ai mis, je vous rappelle, un moment nul au niveau du point M, parce que, encore une fois, ma petite force s'applique au niveau du point M, donc du coup, le moment va être nul. Alors, en pratique, c'est pas tout à fait vrai, ma petite force, elle s'applique au niveau d'un point, on va dire, M1 et d'un point M2, mais vu que j'ai un contact parfait et que du coup, mes petites forces vont avoir pour droit de support la normale au contact, le point M appartient aux deux droits de contact, et du coup, au niveau du point M, j'aurai aussi un moment nul, pour être tout à fait précis. Ok, donc tout ça pour dire que là, on a pu trouver assez facilement ce petit torseur élémentaire. On va réfléchir à ce que vaut le ds juste après. Deuxième étape, on va calculer du coup, donc ça c'était l'étape 1. Étape 2, on calcule l'expression du torseur élémentaire au point où on réalisera l'intégration, c'est-à-dire au niveau du point B. Donc je dis que le torseur élémentaire du fluide sur 2, c'est égal au point B à... Alors, en termes de résultante, ça ne va rien changer. Donc j'aurai du P1 moins P0 ds porté par Y2 ou Eθ, mais bon, on va garder le formalisme du sujet. Et pour le moment, donc, car, je vais peut-être le rédiger ici, on a moment en B, alors petit moment en B du fluide sur 2, qui est égal au petit moment en M de fluide sur 2, plus BM, vectoriel, ma petite résultante du fluide sur 2. Donc là, j'applique juste la formule de Varignon. Ce qui va me faire, petit moment en B, c'est ce que je cherche. Le moment en M, il est nul. BM, ça vaut donc plus X porté par X2. Ok. Vectoriel, ma résultante, donc c'est du P1 moins P0 ds porté par Y2. Ok, donc si on fait ce produit vectoriel, on va trouver X P1 moins P0 ds X2 vectoriel Y2, ça va me faire du Z. Alors là, tous les Z sont identiques, Z0, Z2, Z1, Z2. On a enfin, en tout cas Z0 et Z2, pardon, on a un mécanisme plan. Ok. Donc tout ça pour dire qu'au niveau du point V, je vais avoir du X P1 moins P0 ds porté par Z0. Alors déjà, une petite remarque, c'est plutôt bon signe d'avoir du Z0, puisqu'on sait, a priori, on s'attend à avoir un résultat, quand on va intégrer, qui va être un moment porté par Z0. Bon, donc déjà, ça c'est plutôt bon signe. Donc étape 3, on va mener à bien l'intégration. Et donc dans ce calcul d'intégration, je vais juste calculer le moment, puisque de toute façon, la résultante, sans faire de calcul, je sais que c'est censé s'annuler. Donc je vais faire confiance à mon raisonnement sur les symétries. Alors, donc on a moment en B de l'action mécanique du fluide sur 2, qui est égal à quoi ? Qui va être égal à l'intégrale sur notre surface. Alors, on va à l'intégrale sur notre surface des petits moments élémentaires en B de l'action mécanique du fluide sur 2. Alors, donc déjà en premier niveau de remplacement, après on va réfléchir à ce que vaut ce ds. On peut remplacer le petit moment par son expression. On va avoir intégrale sur la surface de x P1 moins P0 ds Z0. Ok. Alors, excusez-moi, pour être tout à fait propre, Z0, et je mets le ds à la fin pour bien fermer l'intégrale. Z0, ds. Encore une fois, dès qu'on écrit l'intégrale, prenez l'habitude de mettre les petits éléments d'intégration, les d quelque chose, à la fin. Alors, on va commencer à réfléchir à ce que vaut ce ds. Donc là, je raisonne autour du point M, et je dois définir un petit élément de surface. Alors déjà, un petit élément de surface. Alors on va raisonner peut-être sur la vue 3D en même temps, ce sera un petit peu plus simple. Donc, si je raisonne, on va dire que mon point M, il est à l'intérieur de la matière, il est à ce niveau-là. Là, j'ai mon point M.
Et donc je vais tout le représenter de l'autre côté, ce sera plus facile. Là j'ai mon point M à l'intérieur de la matière. Et donc la surface qui va m'intéresser, c'est une surface où je vais pouvoir faire varier notamment X. Donc X, je vous rappelle, ça va être cette longueur-là, ça c'est X. Donc, assez intuitivement, si j'ai X comme variable, je vais définir un petit élément qui me fera apparaître du dx, donc une petite longueur à ce niveau-là qui sera du dx. Ok. Après, sur la profondeur, je pourrais définir un dz, pourquoi pas. Bon, après, je vous laisse vous convaincre que, globalement, il ne va pas se passer grand-chose suivant h. Donc, je peux directement... Alors, soit je peux définir un dz... Attends, là, je pense qu'on ne voit plus rien. Hop, je vais zoomer, écrire plus petit. Je reprends. Donc, j'ai mon point M au milieu. Du coup, on va avoir un dx comme ceci, et on va pouvoir définir un dz à ce niveau-là. Et tout ça pour dire que là, on a défini notre petit élément de surface, ds. Donc ds, dans le cas présent, ce sera simplement du dx dh, ou dx dz plutôt. Alors encore une fois, même si notre problème est globalement plutôt un problème cylindrique, je vous laisse vous convaincre que pour travailler là sur ce rectangle, a priori c'est peut-être malin de raisonner plutôt avec un paramétrage cartésien. Donc dans un même problème, selon les moments, on travaillera avec un paramétrage cartésien, avec un paramétrage cylindrique ou sphérique. Voilà, il faudra faire en fonction de ce qui va être le plus facile pour vous au niveau de l'intégration. Donc tout ça pour dire que je vais devoir intégrer, on va réfléchir aux bornes après. Oups, c'est un peu fin. Alors je vais devoir intégrer x p1 moins p0 z0 dx dz. Alors maintenant reprenons notre vue ici. Alors on va commencer peut-être par dz, c'est le plus facile. On va supposer que le point B, qu'on raisonne dans le plan milieu de notre mécanisme. Donc là, la vue qu'on a en coupe, c'est ce qui se passe au milieu de notre mécanisme. Donc tout ça pour dire que là, j'ai du h sur 2, et que de l'autre côté, j'ai aussi du h sur 2. Donc assez naturellement, on pourrait se dire que dz, on va intégrer entre moins h sur 2 et plus h sur 2. Encore une fois, si vous êtes parti du principe que votre vue en 2D, elle n'était pas au milieu, mais elle était sur le bord, à ce niveau-là, vraiment sur le bord, ça ne change rien, juste vous auriez intégré entre 0 et h, par exemple. Bon. Au résultat, on aura la même chose. Alors pour x, c'est un petit peu plus technique. Parce que pour x, moi je serais assez tenté au début de me dire, du coup, il faut que j'intègre entre... entre cette valeur de x et cette valeur de x, mais aussi entre cette valeur de x et cette valeur de x, puisque globalement, il se passe des choses sur chacune des ailettes. C'est l'ailette qui est à gauche et l'ailette qui est à droite. Ok, ça c'est possible. Après, on peut être un tout petit peu plus malin et se souvenir de ce qu'on a justifié précédemment. Ce qu'on a justifié précédemment, c'est que ce qui se passait du côté de l'ailette de gauche par rapport, on va dire, à ce qui se passe du côté de l'ailette de gauche par rapport à ce qui se passe au niveau de l'ailette de droite, au niveau du moment, ça sera équivalent à 2 fois ce qui se passe au niveau de l'une des deux ailettes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux raisonner simplement sur, par exemple, mon ailette de droite, et mon résultat, je sais que je dois devoir le multiplier par 2. Puisqu'au final, le moment de ce qui se passera à gauche, ce sera le même au point B que le moment de ce qui se passe à droite. Donc, je propose qu'on fasse ça. Du coup, je vais mettre un facteur 2 devant. Et je vais intégrer entre les valeurs minimales et maximales de x. Alors, quelles sont ces valeurs ? Ça correspond à nos petits r étoiles et nos grands r étoiles qu'on a justifiés précédemment. Encore une fois, si j'enlève mes gros traits noirs, voilà, vous voyez bien que le point D et que le point G, ils ont été pensés comme étant justement les positions sur l'axe BX2 qui correspondent à la verticale, au premier point, si vous voulez, où la pression va s'appliquer de façon orthoradiale. Donc mon X, il va varier de ce côté-là entre D et G, et de l'autre côté, on va dire entre un D' et un G', par exemple. Donc tout ça pour dire que sur X, je vais intégrer entre R et petit r étoile et grand R étoile. Ok, et là j'ai quasiment fini. Là, maintenant c'est plus que du calcul, on a fait le plus dur. Alors c'est égal à quoi ? C'est parti. 2, ça reste devant.
Alors, est-ce que je peux sortir des choses de mon intégrale? Est-ce que P1 et P0 dépendent de la position? Quand je me déplace sur ma surface ici, en fonction de mon point, est-ce que ça va changer quelque chose? Je vous laisse y réfléchir 15 secondes, mais a priori, j'ai la même pression partout. Enfin, partout sur mes surfaces. J'ai la même pression au niveau de ce point, 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 etc. Donc P1 et P0, je peux le sortir, pas de problème. Ok. De même, le vecteur Z0, qui correspond donc au vecteur qui serait globalement comme ceci. Voilà. Mon vecteur Z0, il est indépendant du point. Globalement, ce sera toujours le vecteur axial de mon vérin. Donc Z0, je peux le sortir. Et il va me rester intégrale de moins h sur 2 à plus h sur 2 de l'intégrale de R étoile à grand R étoile x dx dz. Ok. Bon, alors là encore, je suis dans une configuration plutôt sympa. J'intègre sur un rectangle. Donc, ce qui fait qu'au niveau des bornes d'intégration, aucune de mes bornes ne dépend ni de x ni de z. X et z sont des variables indépendantes. Donc, je vais pouvoir séparer mes intégrales. Et donc, je vais me retrouver avec du d P1 moins P0, Z0, intégrale de moins h sur 2 à plus h sur 2 de dz, intégrale de R étoile à grand R étoile de x dx. Ok, donc là maintenant, c'est assez tranquille. P1 moins P0, Z0, l'intégrale de dz entre h sur 2 et moins h sur 2, pardon, entre moins h sur 2 et h sur 2, ça va me faire h. Et la primitive de x, ça va me faire du x2 sur 2. Donc à prendre entre grand R étoile et petit r étoile. Ce qui va me donner au final donc les deux vont se simplifier. Ah non, c'est bon. Alors P1 moins P0, facteur de h R étoile au carré moins petit r étoile au carré. Et donc ça, le tout porté par Z0, ça correspond à CV Z0. Donc encore une fois, les erreurs classiques, c'est typiquement d'oublier le facteur 2. Je me disais aussi que je l'avais mal fait mon rectangle quand même. Ok. Voilà, donc les erreurs classiques, c'est typiquement d'oublier le facteur 2. Donc là, vous voyez qu'à la fin, il se simplifie, mais c'est... Si vous vous trompez dans le facteur 2, c'est assez... Enfin, il faut faire attention aux symétries. Clairement. On vérifie l'homogénéité pour le plaisir. Donc CV, c'est un moment. C'est un couple. Donc c'est en newton mètre. Là, P1 moins P0, c'est une pression. Une pression, c'est des newtons mètre moins 2. Après, j'ai H qui est en mètres. Et j'ai du R étoile moins R étoile, enfin R carré, qui est en mètre carré. Donc du coup, ça me fait bien des newtons mètres. C'est bon, je suis content. Déjà, c'est homogène. Voilà, c'était quoi la suite de la question? Blablabla. Et là, pareil, application numérique pour vérifier qu'on a bien le couple maximal avec P1 qui vaut 220 bars et P0 qui vaut 1 bar. Et les dimensions qu'on nous donne dans le sujet. Bon, je vous laisserai faire l'application numérique pour vous entraîner. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, alors si, je voulais reparler du DS. Tout ce qu'on a fait là, c'est bon. Pas de souci, ça marche. Bon, après, assez souvent, on va pas forcément s'embêter à vraiment définir des DS aussi précis que ça. Là, ce que j'aurais pu faire aussi dans le sujet, alors je fais un tout petit peu de ménage, ok, c'est définir mon point M, et j'ai vu là dans mon expression de ce que je cherchais à intégrer, dans mon petit moment élémentaire, j'ai vu que cette expression-là, elle ne dépendait que de x, mais pas de z. Donc a priori, je peux me douter que l'intégration suivant z, elle va pas être très intéressante. Et effectivement, si on regarde, on a juste intégré dz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu être un petit peu plus malin et proposer comme ds un petit élément, en fait, qui aurait été celui-là. Bon, je ne sais pas si en vert, vous voyez peut-être pas bien. C'est en orange. Un petit élément... Oula. Je vais te faire des traits quand même. Voilà, un petit élément qui aurait été celui-là. Un élément donc de longueur directement h,
mais de largeur dx. En fait, en faisant ça, j'ai déjà dans l'idée calculé une première intégrale de façon implicite. Mais c'était une autre possibilité. Et du coup, juste ce que ça aurait changé, c'est qu'on aurait eu une simple intégration suivant x, on aurait eu une intégrale simple au lieu d'avoir une intégrale double. Au passage, si on avait fait ça, donc juste en termes de rédaction, je reprends du coup, je reprends à partir de cette expression. Qu'est-ce que ça aurait changé? Alors, ça aurait changé qu'on aurait eu juste, du coup, l'intégrale, donc pour x allant de petit r étoile à grand R étoile, avec un facteur 2. Le facteur 2, il ne change rien au fait que là, je m'intéresse qu'à une ailette. Donc, si je veux tenir compte des deux ailettes, on a vu qu'au niveau du moment, les composantes allaient s'ajouter. Donc, de x P1 moins P0, Z0, h dx. Donc là, en fait, j'ai fait un calcul d'intégrale de façon implicite. Alors, petite remarque en passant, là, tout se passe comme si, une autre façon de le voir, hein, c'est un peu formel ce que je vous écris, mais c'est juste pour le représenter. Alors, comment on va faire ça? X, P1 moins P0, H, Z0, dx. Ok. Donc là, attention, j'ai juste passé le H de l'autre côté du Z0. Ok, bon, maintenant, d'un point de vue homogénéité, ça, c'est homogène à quoi? Je l'ai fait en bleu, homogénéité. Ce terme-là, il est homogène à quoi, ce facteur-là? Ben, on a des newtons par mètre carré, ça c'est ma pression, fois une longueur, donc globalement fois des mètres. Donc ça, là, on a des newtons mètre moins 1. Donc là, ce qu'on est en train de faire, en raisonnant directement avec un ds qui est déjà intégré sur H, c'est qu'on fait plus qu'une intégration linéique. On intègre plus que sur une ligne, on intègre sur, si je la représente, on intègre sur cette ligne-là. Et on a du coup, au lieu d'avoir une densité d'effort surfacique, ce qui était le cas d'une pression, ben là on va avoir en fait ce terme-là qu'on va intégrer, qui correspond plutôt à une densité d'effort linéique, puisqu'elle est en newton par mètre. Donc c'est juste pour vous sensibiliser au fait que quand on va parler très souvent d'actions mécaniques de modèles linéiques, donc on a vu qu'il y avait des actions mécaniques qui avaient une description locale qui était volumique, typiquement la pesanteur, des actions mécaniques qui ont une description locale qui est surfacique, typiquement les actions associées à la pression. Et si on s'intéresse aux actions mécaniques qu'on peut en général modéliser par un modèle linéique, en général, c'est plutôt des actions mécaniques surfaciques, mais qu'on a déjà intégrées de façon implicite suivant une composante. Donc, soit c'est quelque chose d'assez trivial, comme c'est le cas ici, soit sinon, c'est parce que la composante, on va dire, suivant H est très compliquée, et vu qu'elle est très compliquée, on vous donne déjà un résultat. Alors, je vous donne un petit exemple qui est dans le cours, dont on n'a pas parlé. Voilà, celui-là. Celui-là. Voilà, typiquement, là, si on a une aile en 3D, donc je vais essayer de faire un petit dessin de l'aile en 3D. Alors, c'est aussi ce qui est fait dans le TD9, si je ne dis pas de bêtises. Ok, on a une aile en 3D qui a toujours la même symétrie. Bon, là, si on s'amuse à représenter le champ de pression en se promenant sur un point de la surface, donc je pourrais définir un point M et un petit élément de surface autour. Alors déjà, bon courage pour définir l'élément de surface proprement, mais admettons, on voit que le champ de pression, il varie beaucoup en fonction du point. Qu'en fonction de ce point-là et de ce point-là, j'ai pas du tout la même expression de ma pression. Bon, donc partant de là, autant vous dire que l'intégration sur cette variable de longueur, on va dire que je pourrais définir une variable dl qui va une variable de longueur curviligne, si vous voulez, elle va être un petit peu galère. Donc ce qu'on peut faire, c'est de dire, oh, vous savez quoi, c'est un petit peu compliqué tout ça. Donc on va supposer que globalement, pour une tranche d'aile, donc je dessine une tranche d'aile, voilà, pour une tranche d'aile, d'épaisseur. Ah, ça c'est au-dessus. Je suis pas trop mauvais là en dessin pour une fois. Tout est relatif. Pour une tranche d'aile d'épaisseur, on va dire dz, eh bien j'ai une petite portance linéique, qui va valoir, on va dire dp, ça c'est ma petite portance linéique, et une petite traînée linéique qui va falloir dt,
si je raisonne en un point particulier que je vais appeler M. Voilà. Mais au final, cette description linéique de mon action mécanique, c'est juste une petite astuce qui me permet en pratique de ne pas avoir à m'embêter à réfléchir à ce que vaut l'intégrale sur mon contour de l'aile, qui est clairement un calcul qui n'est pas si évident. Là, c'est vraiment de l'aérodynamique et on pourra en reparler un jour, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, si vous reprenez par exemple, si vous jetez un coup d'œil, par exemple sur le TD, je vous conseille d'ailleurs de bosser ce TD, il est intéressant pour réviser votre DS. Sur le TD5, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a une hélice, et l'hélice, c'est compliqué. Bon, donc, on suppose que notre hélice, on va utiliser en fait une modélisation linéique, donc on n'a plus qu'une variable qui va être z en l'occurrence, voilà, qui va varier entre 0 et lambda. Et en un point M quelconque, on va avoir une petite force linéique, on va avoir une petite force qui va être décrite par un modèle linéique. Alors, c'est marqué où ? Alors, c'est pas marqué, mais c'est une question d'homogénéité. Si df, c'est ma petite force, du coup, tout ce qui est devant le dz, ça va être homogène à des newtons par mètre, puisque mon dz, après, il est homogène à des mètres. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est un modèle linéique. C'est justement pour pas avoir à s'embêter à faire un calcul hyper propre d'aérodynamique que vous, comme moi, on aurait un peu de mal à faire, là, comme ça, à froid. Voilà. Donc tout ça pour dire que le modèle linéique à proprement parler, vous pouvez le voir comme un cas particulier du modèle surfacique où on vous cache un petit peu une intégration pour aller plus vite et en fait on vous a pré-mâché une partie du travail. C'est pareil, si vous jetez un coup d'œil au TD9, c'est exactement la même chose. Voilà, là on a un petit modèle linéique de l'aile. Ça correspond exactement au dessin que j'essaie de vous faire au niveau du cours. Ok, bon, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce TD1, donc blablabla, on vérifie bien, n'oubliez pas de conclure, dernière question, on vérifie bien qu'avec les pressions max, min, etc., on a le couple maximal de 1,2 kN/m, c'est super. Et donc on va acheter cette petite machine pour notre labo. Donc je vous laisse et on va donc après ça attaquer un autre exercice, là encore d'application directe de tout ce qu'on vient de faire. A tout de suite.